On est avec Jean-Raphaël Côté, Luc Jobin et Robert Gagnon et on parle de la drogue en région. Bienvenue à Hôtel Central. On est avec des invités qui ont accepté de venir parler du phénomène de la drogue en région. Peut-être quelque chose d'inquiétant, on ne sait pas, on verra. Dans le fond, pour commencer, évidemment, je vais te demander, bon, quel est ton rapport à la drogue? C'est une drôle de question, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Ben moi, ça fait 15 ans que je suis intervenant auprès des jeunes, des adolescents et jeunes adultes. J'ai été travailleur de rue pendant 7 ans, puis récemment, je suis intervenant dans les écoles secondaires avec les adolescents depuis 5 ans. Fait que c'est sûr que régulièrement, j'ai côtoyé des gens qui avaient des dépendances. Et voilà. OK. Moi, Robert Gagnon, j'ai été policier pendant 38 ans de temps. J'étais beaucoup impliqué au niveau des jeunes, au niveau de la prévention. Alors, on avait des programmes spéciaux parce qu'on sait que les étapes de la drogue, il y en a à plusieurs niveaux. Mais moi, j'étais au niveau des écoles, au niveau primaire et secondaire. Alors, c'est surtout là que je travaillais au niveau des jeunes, surtout au niveau de la prévention. Votre carrière a commencé en quelle année? En 72. Jusqu'en? 2002. Alors, j'ai fait 3 services de police, cour d'obscale, sortie municipale, la ville de Rimouski jusqu'en 2002. Okay. Et j'ai terminé en 2011 avec la Sûreté du Québec. Parfait, merci. Moi, je suis né en 74. C'est toujours chien, ça. Ben, moi, comme tout le monde, j'ai un rapport à la drogue, une relation à la drogue. J'en ai d'ailleurs pris ce matin. OK. En prenant mon café. Ah, ben oui. Parce que le café est une drogue. J'ai même pris un antidouleur pour des maux de dos persistants. Faire attention à ça. Fait que, un peu comme tout le monde a une relation avec la drogue. Et avant d'en arriver à parler de problématiques, moi, j'aimerais rappeler que la plupart des gens qui consomment des drogues en ont pas de problème. Puis là, tu as un organisme qui a affaire avec des situations de dépendance, entre autres. Oui, dans le travail de rue, écoutez, ça nous saute presque aux yeux. Hein? Comment s'appelle l'organisme? En tout cas. En tout cas, ça fait combien de temps que ça existe? On va avoir 18 ans. On est bientôt majeur. C'est quoi la mission de l'organisme? En fait, elle est très simple. C'est de faire du travail de proximité dans toute la MRC Rimouski-Neigette. Puis le travail de proximité, c'est quelque chose d'un peu spécial. Ce sont des intervenants dits normaux, ordinaires. Ce qui change, c'est vraiment la posture. C'est une approche d'aller vers. Tu sais, quand on souffre de quelque chose, d'un problème psychosocial quelconque, on se déplace dans un organisme pour recevoir un service ou de l'aide, peu importe. Tandis que nous, on se déplace vers les gens. Fait que ça change vraiment la dynamique et la posture avec laquelle on interagit avec les gens. Parce que les gens qu'on rencontre, nous, n'ont pas nécessairement demandé, n'ont pas nécessairement voulu avoir de l'aide. Fait que c'est cette relation-là qui est à installer. Dans quelles circonstances? Comment concrètement est-ce que vous allez vers une personne? J'essaie de me figurer... Bien, tout ça encore là, c'est très complexe. Okay. Puis, on procède par une phase d'observation. C'est-à-dire qu'on s'installe dans différents milieux où on est susceptible de rencontrer des personnes qui pourraient vivre des difficultés. Et puis, on observe comment ça se passe. Mais en fait, l'observation, on la fait. Mais c'est surtout les gens qui la font. On se fait observer. Ça fait qu'à force d'être dans certains lieux, de côtoyer certaines personnes, il y a des gens qui vont venir nous interpeller pour dire « T'es qui, toi? » Carrément. T'es toujours là, comment ça se fait? Tu parles un tel, pourtant je te connais pas. Fait que c'est là qu'une relation s'installe. Et puis on n'est même pas obligé de dire qu'on est des travailleurs de rue. Hein? L'idée, c'est vraiment d'offrir une relation d'être, ce qui est un peu encore là, différent à certains niveaux de la relation d'aide. On entame une relation d'être qui, peut-être, ultimement, débouchera dans une relation d'aide. Fait que c'est d'avoir quelqu'un dans son entourage, quelqu'un de solide, de cohérent, vers qui on va pouvoir se tourner si on vit des difficultés, puis qu'on n'est pas nécessairement prêt à aller dans un service plus spécialisé. Ça a beaucoup changé, j'ai l'impression, la perception du phénomène des consommations, du phénomène de la drogue.
on a 2 intervenants puis une personne qui travaillait dans la police. À une certaine époque, on aurait peut-être eu 3 policiers, je sais pas. Expliquez-moi ça un peu, comment est-ce que c'était perçu au départ, puis comment est-ce que ça a évolué un peu le travail du policier envers des situations de... Bien, il y a eu une certaine période où ce que la police, on voyait beaucoup la police au niveau répression. Hein? L'image de la police qu'on avait, c'était que lorsqu'on appelle la police, ça va mal. Puis lorsqu'on appelle la police, c'est pas pour jaser, là. C'est que le policier est là pour intervenir. Alors, ça a pris beaucoup de formation pour se rapprocher du citoyen en général. C'est de cette façon-là, à un moment donné, qu'on a pu rentrer en contact avec des organismes tels que Luc, son organisme. Puis là, on a commencé à collaborer avec ces gens-là. Et puis, les résultats sont venus assez... Et vous l'avez vu vraiment qu'il y avait une évolution? Oui, on l'a vu parce que moi, je me souviens, là, les premières années, là, il n'y avait pas de... C'était vraiment assez dur d'intervenir parce que lorsqu'on intervenait, c'est que le crime avait été commis, puis il n'y avait pas question de retourner en arrière. Là, c'est intéressant parce que vous faites tout de suite le lien avec la criminalité. Donc, Ah oui, c'est ça. À partir du moment où il y a des milieux ou des situations où est-ce qu'il y a eu consommation de drogue, vous étiez appelé parce qu'il y avait... C'est ça. Ça dérapait complètement. Ah oui, parce que la prévention, là, dans le domaine policier, là, ça a pris du temps avant de partir. Par moi, les premières années, là, il n'y avait pas de prévention. Okay. On faisait le travail du policier, puis le policier était perçu au niveau répression. Hein? On entendait ça souvent dire, les gens, même des parents dire, bien là, si tu ne fais pas attention, on va appeler la police. Toujours l'image de la police, toujours la répression. Il a fallu sortir de ce carcan-là, justement pour dire aux gens, dans le fond, non, on est là justement pour vous aider. Hein? Parce que nous, on est témoins des drames, on est témoins des actions. Fait qu'on est là pour vous aider. Et... Ça doit être extrêmement difficile à gérer une intervention sur une personne intoxiquée. Je veux dire, j'imagine que c'est du cas par cas, mais je veux dire... Oui, bien, c'est certain qu'aujourd'hui, on est mieux encadré. Parce que, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a le policier qui va faire une intervention. Après une intervention, un coup que l'intervention est faite, il faut justement passer à une autre intervention avec une personne plus spécialisée dans le domaine. Ah oui, de plus en plus, là, on voit là, que... il y a un accompagnement. Les services de police sont beaucoup mieux accompagnés. On le voit dans des violences conjugales, avec des organismes, avec le CAVAC. C'est des personnes qui prennent charge à partir de là. C'est comme un médecin, notre médecin de famille. Notre médecin de famille, c'est un professionnel de la santé. Mais à un moment donné, lorsqu'on a un problème de cœur, bien, ils vont nous envoyer vers le cardiologue, ils vont nous diriger. Bien, le service de police est rendu de même maintenant. Nous, ce qui est important, c'est de faire l'intervention, s'assurer que le geste, le crime est arrêté. Après ça, s'assurer que les personnes, s'ils ont des soins à recevoir, les diriger à la bonne place. Et pour la victime, à ce moment-là, la transférer. Si c'est pour une violence conjugale, une agression sexuelle, ça prend vraiment des personnes qui sont compétentes dans le domaine parce que le policier... il n'y a pas toutes les formations pour... Oui, on ne peut pas tout faire. OK. De ton point de vue, est-ce que tu as l'impression que la consommation, la toxicomanie, tout ça, c'est un phénomène qui, grosso modo, là, perdure ou s'empire ou c'est moins pire avant? Comment tu vois ça? C'est toujours difficile hein, de statuer sur des questions comme celle-là parce qu'on a tout le temps l'impression que la période dans laquelle on vit est pire que la précédente. Ah oui, hein? Et dans toutes sortes de domaines. Ouais. À l'école, ouais. Bon. Ce qu'on remarque cependant, puis ça c'est documenté statistiquement, c'est que la consommation, généralement, là, ça se passe plutôt bien, même chez les jeunes. Oui. Il y a environ, selon les dernières études, là, il y a environ 90% des jeunes qui n'ont pas de problème de consommation. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne consomment pas? C'est pas ça que ça veut dire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a seulement là, 10% pour lesquels il y a risque de problème ou qu'il y a une problématique. Okay. Ce qu'on remarque du point de vue statistique, c'est que ceux qui sont en problème sévère sont moins nombreux, mais la sévérité d'un problème est plus grande. OK. Ça fait que, est-ce que c'est pire qu'avant? C'est dur à dire, à envisager de cette façon-là. OK. Mais quand on parle de drogue, il y a toujours un risque. Ça, il faut se rappeler ça, il y a toujours un risque. Mais rappelons que, dans la plupart des cas, ça se passe bien. On consomme des drogues depuis la nuit des temps. Les animaux se droguent. Il y a même des
des anthropologues qui ont réussi à retracer des animaux qui tassaient des fruits pour les faire fermenter pendant quelques temps, qui les laissaient là, quitte à ne pas manger, puis à y retourner quelques jours plus tard parce qu'il y avait une fermentation, seulement pour s'intoxiquer. Ça fait que les drogues, c'est là. Il faut composer avec ça. Puis je pense que notre société, de plus en plus, comme le disait Robert, on arrive à composer avec ça davantage. Faites jamais de la drogue, à moins que vos amis vous font de la pression. Moi, personne ne me l'a demandé, personnellement. J'aurais voulu qu'ils me le demandent pour que je fasse « Ah, non, merci. Non, yark. Ew. Moi, jamais. Petit move de même. Puis je dis pas que toutes les drogues sont mauvaises. Là. Si ton docteur te dit t'as baisé ce médicament-là pour sauver ta vie, là, c'est pas de la pression sociale, ça. Ça, là, rendu là, tu le prends. Tylenol, café, l'alcool, c'est une drogue. Ça ruine des vies. Mais, tu sais, un bon château neuf du pape avec un filet mignon, une fois de temps en temps, OK. Mais quand c'est rendu que tu bois un château du pape avant d'aller travailler, là, y a un problème. Microdosé, c'est bien correct. Si tu prends juste un grain de sable, t'es pas à la plage. Si tu prends plus qu'un grain de sable, t'es à la plage. Tu comprends? Fait que pour moi, si tu prends une goutte d'alcool au lieu de 6 paps, correct. Ça va rien faire. Faut voir ça comme de l'huile essentielle dans le diffuseur de la vie. Faut pas exagérer, hein, avec l'eucalyptus. Si t'en mets toute la bouteille, là, ça te pince ses yeux. Si t'en mets juste deux gouttes, délicieusement rafraîchissant. Ça sent bon dans l'appart. Je dis pas détendez-vous pas, je dis juste détendez-vous pas au point où vous êtes immobile, plus capable de bouger. Faut lâcher son lousse. Mais tu sais, il y a lousse puis il y a lousse, là. Il y a tu sais, lousse, il y a lousse, genre je suis bien dans mon linge, puis il y a lousse, je perds mes culottes. Faut que je laisse avec ça. Moi, je voudrais pas perdre mes culottes, en tout cas. C'est quoi avoir un problème de drogue? Ah, ben ça, c'est une question qui est très difficile parce que c'est quelque chose d'immensément intime. C'est sûr qu'il y a des critères diagnostiques pour déterminer ça, ce que c'est qu'un trouble d'utilisation des substances, comme nommé dans le DSM. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement individuel. Mais quand on commence à parler de difficultés de fonctionnement, c'est là où on peut avoir des indicateurs qui sont assez importants. Les difficultés de fonctionnement comme... Bien, par exemple, manquer à tes devoirs, manquer à ton emploi, manquer à des obligations que tu as, avoir... Il y a toutes sortes de critères, là, hangover qui sont répétés, peut-être une fuite de capitaux, c'est-à-dire que ton argent s'en va beaucoup là-dedans. Il y a un certain nombre de critères qu'on peut coter pour déterminer. Mais tout ça, ce sont des outils diagnostiques, mais encore là, il se peut que tu vives un problème sans coter fort. C'est la relation avec le produit qu'il faut regarder. C'est quel besoin que ça vient combler. Comment ça se fait que toi, tu as besoin de recourir à ça de façon si régulière pour combler un besoin. Souvent, les gens vont penser que quelqu'un qui est toxicomane puis qui est en manque de consommation va se mettre à trembler puis avoir vraiment des symptômes physiques. Là. Mais dans les faits, ça peut être beaucoup plus psychologique que ça. Ça devient envahissant. C'est que, dans le fond, la personne va se lever le matin puis ça va envahir ses pensées de quand est-ce que je vais consommer? Comment je vais le faire? Où est-ce que je vais me procurer la substance? Ou de quelle façon je vais me procurer l'argent pour m'acheter la substance? Ça va occuper ses pensées. C'est là qu'on parle de dépendance. Là. C'est intéressant parce que la façon dont tu en parles, ça me fait penser presque au petit verre de vin du vendredi soir. Tu sais, dire, OK, c'est vendredi, au moins à soir... Ben, c'est ça. Ben, c'est ce que Luc disait tantôt par rapport au café. On est tous dépendants à une substance, puis on consomme des drogues sans vraiment s'en rendre compte là, par rapport au café ou à d'autres médicaments et tout ça. Puis oui, le verre de vin du vendredi soir, qu'on a hâte que la journée finisse pour aller prendre... C'est un plaisir. Là. C'est un peu ça. Prendre la drogue, c'est pour avoir du plaisir. Là, habituellement. Puis, j'aimerais ça avoir ton point de vue. J'aimerais ça avoir votre point de vue, d'ailleurs, les trois, sur la légalisation du cannabis, puis l'avènement des SQDC de ce monde. Est-ce qu'il y a eu un avant puis un après? Qu'est-ce que ça change? Puis est-ce qu'au final, c'est positif? Ce qu'on sait, là, 1 an ou 2 après la venue de la nouvelle réglementation, de la nouvelle législation, c'est que la consommation a augmenté un petit peu chez les 25 ans et plus. OK. Elle a diminué chez les 15 à 18 ans. Fascinant. C'est devenu une drogue de vieux.
Donc, le pot, c'est un peu c'est une ça. autre génération. Ben, genre. un peu. OK. Un peu. OK. Justement, là, dans la clientèle avec laquelle tu as eu affaire, est-ce qu'il y a des tendances lourdes? Est-ce que tu vois qu'il y avait justement des problématiques où ça peut être n'importe quel type de jeune qui... Actuellement, par rapport aux adolescents, là, ce qui se passe là, depuis plusieurs, je dirais un 5-6 ans, là, l'avènement de la nouvelle chose, c'est la wax. Là. Je sais pas si vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est, là. Parle-en un peu. Bon, ouais. OK, je vais en parler un peu parce que c'est dans les écoles secondaires en ce moment, c'est ça l'enjeu, là. Parce que, en fait, la wax, c'est un concentré de THC. Fait que c'est du cannabis qui a été filtré, distillé, puis qui en met un haut pourcentage de THC. C'est un produit qui est très pur, qui ressemble à une résine, puis qui se consomme à l'intérieur d'une vapoteuse. Si vous allez dans des écoles secondaires en ce moment, dans le coin des fumeurs, vous remarquerez là, que les ados, là, ça ne consomme plus de cigarettes. Là. Ça fume de la vapoteuse. Okay? C'est ça qui se passe en ce moment. Fait que essayer de voir la différence entre une vapoteuse de nicotine et une vapoteuse de wax, c'est très difficile parce que c'est sensiblement la même forme et tout ça. Ça sent... C'est ça qui arrive, c'est que la wax, ça ne sent pas. Ah, du tout? Du tout. Avant, à l'époque, c'était un jeune qui consommait à l'école, tu le sentais. Là. C'était l'indice. Là. Puis là, tu pouvais intervenir. Le jeune avait des conséquences et tout ça. Maintenant, c'est plus ça. Là. C'est très difficile à trouver, à prouver, en fait, que le jeune a consommé. Qu'est-ce que ça donne sur le comportement du jeune? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir qu'il est intoxiqué ou quel effet ça produit? En fait, la wax, c'est extrêmement puissant, beaucoup plus puissant qu'un joint. Là. Parce que, on parlait de la SQDC tantôt, là, le taux maximum de THC à la SQDC dans les produits qui sont vendus là, c'est environ 30 tandis que la wax, ça peut monter à 90 facilement. C'est hyper concentré. Fait qu'un jeune, moi j'en avais un jeune qui, l'année passée justement, qui avait consommé juste une puff de wax puis il avait perdu connaissance. Il était tombé sur le dos. C'était juste avant une sortie scolaire. C'était arrivé devant l'autobus. C'est quoi l'attrait? C'est tout le temps ça qu'on se demande, mais je veux dire, ça n'a pas de bon sens. L'attrait... c'est la nouvelle tendance. Ça, c'est un des points. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Puis la wax, en ce moment, au Québec, n'est pas légale. Mais est facilement achetable sur Internet. Là. Sur Internet? Puis dans d'autres provinces. Fait qu'il y a des gens qui se déplacent aussi dans d'autres provinces avec un adulte ou je sais pas trop, mais ils s'en procurent facilement. Sur Internet, c'est très facile de s'en procurer. L'effet d'une drogue, là, c'est beaucoup plus que le simple produit. Ouais. Tu sais, c'est la combinaison du produit, de l'individu puis du contexte. Fait que le même jeune ou la même personne peut ne pas vivre la même expérience d'une fois à l'autre. OK. Puis quelqu'un qui en consomme plus régulièrement, c'est sûr que ça ne fera pas le même effet. OK. Puis quand on parle d'effet aussi, on parle du produit, de l'individu puis du contexte, mais le produit, c'est quelque chose de malgré tout assez important. Quand on parle de la wax, c'est des dérivés du cannabis qui, eux, sont des perturbateurs du système nerveux central. Tu peux pas faire d'overdose de wax. Ça veut pas dire que c'est pas dangereux. Mais quand on parle des dépresseurs, là, on parle de toute la gamme des opioïdes. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus toxique, puis les doses létales sont beaucoup plus minces. La question de la dépendance, c'est sûr que c'est une question qui est très préoccupante. Mais quand on parle de drogue, en ce qui me concerne, le plus dangereux, c'est les surdoses. Parce que la dépendance, c'est pas comme une surdose. Une surdose, tu peux en mourir. Puis quand tu sais pas ce que tu prends, c'est là le problème. Et c'est là où des initiatives comme les SQDC de ce monde, on est dans l'approche de la réduction des méfaits. Tu sais, je pense qu'on s'en va vers là. L'Association canadienne des policiers le dit que là, il faut aller encore plus loin. Parce que notre méthode, elle ne fonctionne pas. On a perdu la guerre à la drogue, ça fait des années. Fait que comment on peut faire pour composer avec ce phénomène-là, puis d'en éviter les risques, mais aussi les conséquences négatives que ça apporte? Parce que quand on a un problème de dépendance sévère, il faut trouver des façons de se trouver de la drogue. Fait que là, c'est là que ça donne une kyrielle de petits problèmes, comme des vols, comme de la prostitution, comme. Fait qu'il faut voir ça vraiment d'un œil comme macro et politique. Par contre, là, vous deux, là, vous êtes des intervenants. Hein? Vous avez une façon d'aborder cette problématique-là en intervenant. Quand on est à la maison, puis qu'on entend parler de ces problèmes-là, puis qu'on entend que, justement, ben là, OK, ça y est, il y a une légalisation du cannabis, les intervenants proposent une légalisation plus complète des centres d'injection. Évidemment, là, le citoyen moyen, il capote. C'est sûr que c'est pas alaisant. Là. On se dit, ben non, là, c'est sûr qu'on empire le problème. On empire quel problème?
Les problèmes de toxicomanie puis de dépendance, non? Au Portugal, pour traiter les gens qui ont des problèmes de dépendance, on leur donne la drogue. On Ouais. leur donne. Ouais, On leur donne de l'héroïne. Ouais. Et ça a eu une incidence fulgurante sur les taux de transmission au VIH, par exemple, qui ont été réduits de 11 fois en quelques années. OK, mais... Fait qu'on réduit l'ensemble des conséquences négatives qui sont liées à l'usage. Si on n'a pas d'influence, si on n'a pas de contrôle sur l'usage, est-ce qu'on peut en avoir sur ce qui engendre les difficultés? Robert parlait tantôt de la répression policière, puis que là, ça l'a évolué vers la réduction des méfaits. Le Luc a parlé de la réduction des méfaits. C'est ça, là, maintenant. Là. Les gens, ils vont consommer de toute façon. Que tu lui dises que tu dois pas faire ça, c'est mauvais pour toi, c'est illégal, ça va rien changer au fait qu'il va consommer quand même. Fait que la réduction des méfaits, c'est comment tu peux faire pour mieux consommer. C'est vraiment ça, là. C'est de quelle façon tu peux éliminer le plus de méfaits par rapport à ta consommation. Parce qu'en fait, consommer, c'est pas un crime. Okay. Consommer, c'est pas un crime. Tu sais, c'est un geste et c'est une... En tout cas, il faudrait avoir une lorgnette. Plutôt que d'avoir une lorgnette de sécurité publique, c'est sûr qu'on peut aller dans les hauts trafiquants, mais c'est vraiment d'avoir une lecture santé publique. Et c'est ça que ça vient contrecarrer. C'est sûr que l'approche de la réduction des méfaits, ça ne sera pas le paradis après ça. Mais c'est moins pire, par exemple. Okay. Et c'est moins pire. Et ça, on a des données. Et je suis à peu près certain, c'est peut-être même ton cas, puis la plupart de vos auditeurs, on a tous vécu une approche de réduction des méfaits par nos propres parents. C'est pas rare que nos parents nous ont initié un petit verre de vin autour du souper à un moment donné, à l'âge de, je sais pas, moins 10, 12 ans, juste pour... Et c'est pas rare non plus que des parents ont dit, « Jeune, si t'es pour consommer, viens me le dire. Je vais aller t'en acheter de la bière, vous irez au sous-sol. » C'est de la réduction des méfaits, ça. C'est vieux comme le monde. C'est juste que là, on en a fait une approche plus précise, plus spécialisée, avec des déclinaisons qui sont vraiment très, très, très pointues, parce que ça couvre un très, très large spectre. Mais il faut aussi amener les gens, les jeunes, entre autres, à s'affirmer, puis à résister aux pressions. Si on est capable de faire ça, déjà, on a une bonne partie du problème de régler. D'autre part, puis ça, je trouve qu'on en parle trop peu, puis nous, ça fait déjà un certain temps qu'on a sonné la clochette d'alarme là-dessus, c'est la consommation des filles. Parce que quand on a une image d'un jeune qui se drogue, c'est souvent un gars. Mais chez les filles, c'est très différent. La relation au produit est très utilitaire. Chez les gars, ce qu'on sait, c'est que les gars, ils consomment davantage pour le plaisir. Fait qu'en soi, c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, on serait tous mieux de manger des oranges puis de faire de l'exercice. Bon. Mais en termes de facteurs de risque à développer un problème de dépendance, c'est probablement parmi les critères les plus faibles. Tandis que chez les filles, là, on est davantage dans des situations où résistance aux pressions, donc faire comme ses amis, être performante, puis avoir un poids contrôlé. Ah, ouais. Ça, c'est parmi les éléments de risque à développer une dépendance qui sont dans les plus importants. Fait que si on travaille sur l'humain plus que sur la substance, normalement, on devrait avoir des meilleurs résultats, puis ça devrait positionner les jeunes aussi dans d'autres sphères. Ils vont être capables de s'affirmer par rapport à d'autres types d'affaires, de résister aux pressions par rapport à d'autres types de choses, l'intimidation, etc., etc. C'est pour ça que c'est beau de parler des drogues, mais constituons, puis faisons en sorte que nos jeunes, moins jeunes, soient en mesure de faire des choix éclairés. Mais tant qu'il n'y aura pas une meilleure lecture de ce qu'on a comme produit, nécessairement, même si tu as toutes les bonnes intentions du monde, ça se peut que tu tombes sur un produit qui va t'amener à la potence. Parce que la différence entre un grain de sel ou deux peut faire une énorme différence. Ouais, ça peut être la fin, là. Exact. Mais je vous remercie énormément de nous avoir éveillé notre conscience sur le fait qu'on ne devrait pas dire la drogue, c'est mal, les jeunes, mais plutôt aimez-vous et respectez votre santé mentale. Oui. Ce serait ça le message à livrer. Merci beaucoup. Merci. Liberace est de retour. Andy dans le ciel avec des diamants. Oui! Pour vous parler de drogue. Ce qui m'a impressionné, c'est les noms des différentes drogues. Et pas les noms officiels, mais les noms de rue, ce qu'on utilise dans la rue. Le street name. Le street name qu'ils name, disent, okay. selon la GRC. Puis je suis allée fouiller un petit peu, puis je vais vous donner une couple de noms qui sont utilisés en rue pour certaines drogues. Et j'aurais jamais deviné. Fait que si quelqu'un t'offre ça, tu vas savoir que c'est pas, mettons, quelqu'un te donne de la neige, mais que c'est l'été.
ben dis-toi que c'est de la cocaïne. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas fait que normal. c'est ça. Ils appellent ça selon la GRC. Donc, c'est pas moi qui ai écouté District 31 puis qui est allé checker qu'est-ce que c'était. C'est selon la GRC. Mais il y a des noms un peu plus... un petit peu plus... Je sais pas, ils veulent rendre ça plus festif. Peach pour la méthamphétamine. Peach, Pink, Peanut. Peach Pink Peanut. La peanut, le bonbon. Ouais, c'est ça. Pour l'ecstasy, du Dove, puis la peanut encore. Fait que là, c'est mélangeant parce que si tu veux faire de la méthamphétamine, ben ça se pourrait que ce soit ça, la peanut, ou ça se pourrait que ce soit de l'ecstasy. C'est sûr que quand tu vas voir ton conseiller d'une ruelle, puis tu lui demandes, De la peanut? cher monsieur, Oui, avez-vous c'est de ça. la peanut? Avez-vous de la Ça peanut devient pour moi? on est confus. Ça doit être mélangeant. La kétamine, ils appellent ça de la Special K. Fait que ne pas confondre avec les bonnes céréales du petit déjeuner. Ouais, il s'est fait crunch, mais c'est pas pareil. Faut pas que tu les mettes dans tes Special K non plus. Fait que c'est pour ça qu'ils appelaient ça de même. Ou des sels de bain. Puis ça, ne pas confondre avec des sels d'Epsom, qui sont des vrais sels de bain. Ah, Fait qu'il y a beaucoup de place pour de la confusion, moi, je trouve. ça revient cher du bain. Oui, ça revient cher du bain, s'il vous plaît. Fait que c'était vraiment pour les noms, j'étais vraiment curieuse de savoir. Mais une autre affaire qui m'était... que j'étais vraiment allée fouiller, c'est des effets secondaires un peu bizarres de la drogue. Et ça m'a amené sur une route qui m'a amené à quelque part où je pensais pas. Les médicaments, en fait, à la place de la drogue, qui ont des effets secondaires un peu étranges et qui sont relativement connus comme effets secondaires. Donc, il y en a une, la pilule pour dormir Zolpidem. Provoque du somnambulisme, mais à un prochain niveau. Par exemple, il arrive aux gens de manger en dormant, de cuisiner en dormant et de conduire en dormant. Colin, il me semble que c'est dangereux tout ça. Oui, mais en tout cas, c'est une forme de somnambulisme apparemment. Puis les docteurs cherchent encore la cause, pourquoi ça donne ces effets-là. Certains antidouleurs, le indométhacine et le Propofol peuvent colorer l'urine en bleu, comme tu sais les toilettes chimiques qui sont donc c'est tout bleu, là, Oui. du bleu méthylène. Ou les schtroumpfs, dépendamment de... des Oui, références. c'est ça. Si tu deviens un schtroumpf momentanément quand tu prends de ça, et certains médicaments font aussi même donner du bleu dans ton blanc d'œil. Et finalement, mon préféré, c'est une drogue psychédélique qui s'appelle le DMT. Apparemment, cette drogue-là, qui fait halluciner, ferait halluciner sensiblement la même chose pour tout le monde. Les personnes qui sont sur ce trip-là, la plupart du monde, imagineraient des êtres supérieurs, un genre de rencontre spirituelle avec, ils appellent ça des elfes, mais ça peut se voir sous différentes formes, mais apparemment, ça arrive souvent. C'est vraiment une portion du cerveau qui crée une hallucination de gens d'une autre dimension. C'est pas des personnes qui se parlent entre eux puis se disent « Ah oui, moi j'ai vu ça » puis qui s'encouragent à ça. Non, c'est vraiment des gens de différentes parties du pays qui vivent la même chose. Selon 60% des gens voient ça comme des êtres, des êtres supérieurs. 43% les voient comme des guides spirituels, comme des personnes qui s'apparaissent comme un guide spirituel, des esprits. 39% les verraient comme des genres d'aliens. Et environ 75% des gens soutiennent que les êtres sont pas des hallucinations, mais vraiment des êtres d'une autre réalité. Donc, c'est vraiment persuadé, tu finis ton trip et tu es sûr que tu as été visité par quelqu'un d'une autre dimension. Je suis un peu inquiet. T'es-tu venu dans un party de l'équipe technique d'Hôtel Central? Mmh, Non, parce que c'est pas mal. Je dirais pas d'où sont mes sources. Ça ressemble pas mal à ça. Je vais taire mes sources. Mais ouais, je l'essaierai pas. Je suis trop pissou pour essayer ce genre d'expérience-là, mais ça me fascine quand même. Ouais, dites non aux drogues, les jeunes. Dites non, c'est ça. C'est pas nécessaire. C'est non. Il y a plein de gens qui sont dans ces dimensions-là qui sont vraiment plus intéressants que les êtres de notre troisième type. Pourquoi?